Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 102. Alors, c'est un épisode un petit peu particulier que je n'ai jamais fait de mémoire, mais non, je réfléchis, j'ai jamais fait ça, c'est de répondre à vos questions. Alors, cet épisode, pour expliquer très rapidement la manière dont je l'ai traité techniquement, en fait, c'était un live sur YouTube que j'ai fait ce samedi. J'avais donné rendez-vous à mes abonnés en fin de matinée samedi pour répondre à leurs questions. J'avais emmagasiné les jours précédents des questions qui m'avaient été posées, alors soit sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify, etc. Parce que c'est vrai que dans les commentaires, on peut me poser des questions. Et donc, voilà, j'ai répondu à une dizaine de questions assez méthodiquement. J'en fais une synthèse, je ne traite pas de tout ce que j'ai répondu en live dans cet épisode. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller toujours sur Passion Immo sur YouTube. Et là, il y a l'épisode complet. Alors on va dire que le petit plus par rapport à la version là que vous commencez d'écouter, c'est que par moment, j'ai affiché des schémas pour répondre à des questions sur le plan fiscal. Parce que vous vous doutez que les questions, elles sont centrées quand même principalement sur des problématiques fiscales liées à la loi du 7 novembre 2024. Et oui, toujours cette fameuse loi du 7 novembre 2024. Des questions également par rapport à la loi de finances. Et puis également, j'ai vu dans certaines questions qu'il y avait une confusion entre cette loi qui vient d'être votée par le Parlement et la discussion qui se poursuit toujours sur le front de la loi de finances pour 2025. Et donc, je clarifie aussi les choses par rapport à ça. Et puis, je réponds à un moment donné à cette fameuse question: va-t-il y avoir à partir du 1er janvier 2025 une prise en compte des amortissements pour le calcul de la plus-value lorsque vous revendez un bien que vous avez exploité en location meublée, parce que la question s'est posée à un moment donné de savoir si la fiscalité n'allait pas changer. Je réponds également à cette question, alors qui est un petit peu technique, mais je réexplique le contexte de tout ceci. Eh bien allez, assez parlé, Passion Immo, épisode 102, c'est parti. Première question qui m'avait été posée par Paola. Paola me demandait, la loi du 7 novembre 2024, est-ce qu'elle concerne aussi la location longue durée ? La loi ne fait pas, à proprement parler, la distinction entre de la location longue durée et de la location très courte durée. Je m'explique. Quand on fait de la location de tourisme, fiscalement, il n'y a pas de distinction entre une location, par exemple, de 3 jours de type Airbnb et une location, par exemple, de 8 ou 9 mois qui va être une location de longue durée beaucoup plus longue. On ne fait pas cette distinction. En tout cas, fiscalement, on ne la fait pas. On ne la fait pas. Et est-ce que la location longue durée est aussi concernée ? Oui, la loi du 7 novembre 2024 s'applique également à une location de plus longue durée, dans la mesure où on reste dans cette classification entre, d'un côté, le meublé de tourisme et de l'autre, le meublé qui n'est pas classé, donc qui n'est pas considéré comme du meublé de tourisme, mais je vais y venir dans 2 minutes. Donc oui, la loi s'applique également dans ce cas-là. J'ai une autre question qui est un petit peu le prolongement de celle-ci. La question, elle vient de Doudou. Et Doudou, il me demande, est-ce que la loi du 7 novembre 2024 maintient l'abattement à 50% ? Alors, jusqu'en 2024, qu'est-ce qui se passait quand on était, et qu'on est toujours d'ailleurs au régime micro ? On distingue 2 choses. D'un côté, la location de tourisme, et de l'autre, les autres meublés. Qu'est-ce que c'est la location de tourisme ? C'est une location qui a été identifiée comme telle,
qui a été catégorisée, classée, parce qu'elle répond à un certain nombre de critères. Et la location meublée qui n'appartient pas à cette catégorie, on la met dans les autres meublés. Si je faisais de la location de tourisme, je bénéficiais au régime micro d'un abattement de 71%. C'est là qu'il va y avoir un changement majeur. Si je n'étais pas dans cette catégorie de la location de tourisme, j'étais dans la catégorie autre meublé et à ce moment-là, je bénéficiais d'un abattement de 50%. Donc ça, c'est ce qui se passait jusqu'en 2024. Et qu'est-ce que la loi change ? En 2025, cette fameuse loi anti-Airbnb. Et d'ailleurs, moi, je voudrais dire un truc, c'est que c'est dommage qu'on l'ait appelée loi anti-Airbnb, parce qu'on a l'impression qu'en fait, on ne cible que la location de type Airbnb. Or non, la loi, elle a une vision beaucoup plus large des choses. Alors, qu'est-ce qui change en 2025 ? En 2025, si je continue à faire de la location de tourisme, donc c'est-à-dire de la location qui était classée, identifiée comme telle, l'abattement, il passe de 71 à 50%. Donc là, ça fait un peu mal, effectivement, si on était dans cette catégorie et qu'on était, bien évidemment, au régime micro. Et puis, ceux qui sont dans la catégorie autre meublé, donc c'est-à-dire qui font du meublé qui n'est pas de la location de tourisme, en tout cas qui n'est pas classé comme tel, là, mon abattement, il passe de 50 à 30%. C'est-à-dire qu'en fait, cette catégorie autre meublé, elle se retrouve à fonctionner de la même manière que la location nue classique qu'on connaît depuis longtemps. Ce qui fait qu'à partir de 2025, à partir de 2025, quand on veut être au régime micro, et je rappelle qu'on n'est pas obligé d'être au régime micro, qu'est-ce qui fait qu'on est au régime micro ? Très souvent, c'est de la simplicité. En fait, on ne veut pas se prendre la tête avec des règles fiscales et des règles aussi administratives, et on veut rester dans une simplicité. Et ce régime micro correspond bien à qui ? Aux investisseurs, bailleurs modestes, voilà, qu'on peut bien allouer, qu'on en a 1, 2, éventuellement 3, voire un petit peu plus quand on faisait de la location meublée de tourisme jusqu'à maintenant. Ça correspond bien en fait à cette catégorie de personnes, voilà, qui veulent pas s'embêter. Bon. Alors évidemment, là, pour ceux-là, c'est là où il y a le changement majeur. Donc ça veut dire que à partir de 2025, si je fais de la location nue, c'est le régime foncier qu'on connaît depuis plusieurs décennies. J'applique un abattement de 30% et ça va déterminer mon revenu imposable. Mais attention, dans une limite qui est une limite basse, qui est une limite à 15 000 euros. On va pas très très loin quand même avec ça. Et puis, j'ai pour le meublé, cette fois, alors là, c'est un autre revenu catégoriel au titre de l'impôt sur le revenu, puisque là, on va se retrouver dans le régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qu'on appelle le régime micro-BIC. Alors là, je ne fais que reprendre ce que j'ai dit précédemment. Si je fais de la location meublée non classée, mes loyers encaissés subissent un abattement de 30%, dans une limite de 15 000 euros, on a abaissé là considérablement le seuil. Auparavant, on était à 77 700 euros, on a abaissé le seuil à 15 000 euros. Aujourd'hui, en tout cas, entre de la location nue longue durée et de la location meublée non classée, si on est dans un régime micro, il n'y a pas de différence. Abattement de 30% et ceci dans une limite de 15 000 euros. Maintenant, le petit bémol que je vais introduire ici. Nous ne sommes qu'à la fin du mois de novembre. Il reste encore de la discussion sur la loi de finances. Et dans les cartons, le fait de rehausser l'abattement quand on fait de la location nue, de le passer de 30 à 50%, qui serait une manière de dire « Ok, on vous a un petit peu, pas spolié, j'aime pas le terme, mais disons qu'on vous a désavantagé avec le nouveau régime micro quand vous faites de la location meublée »,
on va vous inciter à passer vos biens en location meublée, à faire de la location nue longue durée. Et là, vous allez bénéficier d'un abattement qui est beaucoup plus important que celui qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais attention, ça, ce n'est pas acté. Et compte tenu des incertitudes qui sont en œuvre sur la loi de finances, on va être extrêmement prudent à ce sujet-là. Et puis, on a la location meublée classée. Donc là, qui, elle, se retrouve avec un abattement à 50% au lieu de 71%, et avec une limite dans le cadre de ce revenu catégoriel à 77 700 € de loyer encaissé à l'année. Auparavant, on était à plus de 180 000, donc vous voyez qu'on a raboté un peu à tout niveau. Il faut être très très clair là-dessus. Bon. Donc je pense que ça répondait à la question de Doudou sur le maintien de cet abattement à 50%. Bon, oui, dans certains cas, effectivement, comme on vient de le voir. Je continue sur mes questions-réponses. Il y avait une question de Renan. Renan, il m'avait laissé un commentaire. Il me disait il me semblait que cette loi n'était pas définitive, c'est-à-dire la loi qui a été adoptée le 7 novembre 2024. L'Assemblée nationale ayant rejeté le budget, cela devrait passer par un 49.3. Alors, Ronan, en fait, il confond deux choses. Il confond le vote, la discussion sur la loi de finances qui est toujours en cours actuellement, et il confond ça avec la loi qui a été votée le 7 novembre 2024. La loi qui a été votée le 7 novembre 2024, qui a comme conséquence tout ce que je viens de vous indiquer là depuis 10 minutes que je parle de ces questions-là, cette loi, elle est définitive, elle ne changera pas. En fait, elle s'est inscrite dans le débat parlementaire complètement en dehors du cadre du vote de la loi de finances. La loi du 7 novembre 2024, elle est en gestation depuis plus d'1 an et demi. Elle est en gestation depuis plus d'1 an et demi. La discussion avait été interrompue par la dissolution et elle a repris en fait de manière assez récente. Mais rien à voir avec le vote de la loi de finances. Le vote de la loi de finances, il suit son cours. Alors, il y a des soubresauts parce que voilà, alors je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, c'est pas le sujet, mais en fait, déjà, parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard quand on va parler de la question de l'amortissement quand on fait la vente d'un bien loué meublé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tout ça n'est pas adopté en l'état actuel des choses. Où on en est? On en est que l'Assemblée nationale a rejeté la quasi-totalité des amendements qui avaient été votés, notamment amenés par la gauche et par la France insoumise. Tous ces amendements ont été rejetés, c'est-à-dire des amendements qui visaient à renforcer de manière assez importante la fiscalité en France. Tout ça a été rejeté. On est actuellement au Sénat. Au Sénat, il y a un certain nombre de dispositions, soit qui reviennent, mais pas du tout dans la même proportion de ce qui avait été voté, de ce qui avait été proposé sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale. Donc, le Sénat discute de tout ça et on va avoir un retour prochainement à l'Assemblée nationale. Et on sait que depuis quelques jours, et là je fais une petite parenthèse politique ultra rapide, mais ça permet de comprendre ce qui va se passer, on sait que depuis quelques jours, le Rassemblement national, je vais y arriver, dit il est possible que nous votions une motion de censure contre le gouvernement Barnier s'il fait passer la loi de finances par un 49.3. Or, le gouvernement Barnier, Michel Barnier, ne peut pas faire adopter le projet de loi de finances sans un 49.3. Donc toute la question va être de savoir, le RN va-t-il s'agglomérer aux voix de gauche pour éventuellement avoir une motion de censure qui sera adoptée. Et si on a une motion de censure qui sera adoptée, ça aurait deux conséquences. La première, le gouvernement Barnier tombe, je dirais, c'est un autre problème, c'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais deuxièmement, ça voudrait dire que on se retrouve sans budget. Il n'y a pas de budget qui aurait été voté. Et donc, il y a un certain nombre de choses dont on parle éventuellement dans le cadre de la discussion budgétaire qui ne
serait pas en tout cas acté pour le moment. Donc, pour en revenir à la question de Renan, toutes ces discussions sur la loi de finances n'ont pas d'impact sur la loi qui a été votée par le 7 novembre 2024. Et d'ailleurs, alors j'ai plus la date précise en tête, hier ou avant-hier, donc elle a été publiée au journal officiel, ce qui montre bien que tout ça est éventuellement définitif. Autre question d'Astuce Bricot. Astuce Bricot, je sais que de temps en temps, il laisse des petits commentaires sur la chaîne, etc. Il m'a posé une question. Il me semble que cette nouvelle loi touche maintenant les chambres d'hôtes. Oui, alors, il a tout à fait raison. La nouvelle loi, c'est-à-dire celle du 7 novembre 2024, elle touche bien les chambres d'hôtes. Et ça, c'est un truc qu'on peut regretter parce que si on part du principe que la loi avait un objectif qui était celui de pénaliser la location meublée pour favoriser la location nue de longue durée, ce qui est un objectif tout à fait louable, on voit pas très bien ce que les chambres d'hôtes viennent faire là-dedans. Et donc la fiscalité des chambres d'hôtes, elle est impactée par cette nouvelle loi, puisque concernant les chambres d'hôtes, on a un abattement quand on est au régime micro qui passe à 50% au lieu de 71%, et une limite de 77 700 € de chiffre d'affaires sur l'année de loyer encaissé, qui passe donc à 77 700 € au lieu de 188 700 €. Et ça concerne aussi les chambres d'hôtes. Bon, moi je pense que c'est un sale coup pour les chambres d'hôtes ici, et qu'il aurait été quand même plus judicieux, vous voyez, qu'on fasse la part des choses et qu'on laisse un petit peu les chambres d'hôtes à l'écart. Alors pourquoi ? Alors là, je déborde complètement de la question fiscale. C'est que faut jamais oublier que toutes ces niches fiscales, alors évidemment qu'on est en train de regarder d'un mauvais œil parce qu'elles déstabilisent le marché de la location longue durée, et ça c'est indéniable, mais on a fait tout ça aussi à une époque pour booster la location meublée de tourisme en France. La France étant un pays extrêmement attractif sur le plan touristique, l'offre hôtelière n'était pas suffisante et on a boosté cette offre de cette manière. Il faut reconnaître que aujourd'hui, quand on veut organiser un séjour, même pour nous qui résidons en France, on a des hôtels, on a des chambres d'hôtes, on a de la location meublée touristique, etc. Enfin bon, il y a une richesse qui est incomparable. Bon, et donc je pense que là, la loi peut-être qu'elle est un peu trop attrape-tout dans sa rédaction, et il aurait fallu un petit peu plus, voir, comment dire, pas discriminer, mais en tout cas peut-être un peu plus différencier les choses. Donc, Astuce Bricot, il a raison. La nouvelle loi, elle touche aussi les chambres d'hôtes. Alors, il y a un commentaire qui m'a été fait il y a quelques... Alors, je reçois parfois des commentaires... Je fais une parenthèse assez rapide sur des fois les commentaires qu'on me laisse. Alors, autant le podcast Passion Immo, il existe depuis 3 ans maintenant. La chaîne YouTube, elle est plutôt très récente, en fait. Et donc, je découvre parfois avec beaucoup de curiosité, voire d'agacement, un certain nombre de commentaires. Bon, je pense que c'est un petit peu le lot de YouTube. Alors, je suis très étonné parfois d'avoir des commentaires à visée raciste, antisémite. Oui, ça arrive. Alors ceux-là, je les vire direct parce que pour moi, ils n'ont pas leur place ici. Et puis, il y a des commentaires parfois qui sont très réducteurs. Et j'en prends un au hasard et il me dit: investir en France n'a plus d'intérêt. J'ai vendu tous mes biens et je suis parti investir à Singapour. Fiscalité ultra légère, propriétaire protégé et rendement meilleur qu'en France. Zéro souci en cogestion via une agence sur place. Du sérieux, fuyez cet enfer fiscal français qui sombre dans le n'importe quoi, sans compter l'état des villes qui se dégradent avec la délinquance et le tiers-monde qui s'invitent chez nous. Bonne chance à ceux qui restent. Bon, alors... compte utilisateur 2477 raconte mais absolument n'importe quoi. Et je voudrais juste démonter un petit peu le discours. Alors, je vais laisser de côté la dernière phrase sur l'état des villes qui se dégradent, la délinquance et le tiers-monde. Bon, je lui laisse, c'est après tout sa liberté d'expression, je lui laisse la responsabilité de ce commentaire, même si je ne le partage pas nécessairement. Alors, déjà, il faut se dire une chose. Est-ce que la France... les gens la fuient en tant qu'investissement immobilier?
Mes réponses, absolument pas. Mais alors, pas du tout. Les expatriés, ils sont très très contents en fait de continuer à investir en France et de se bâtir un patrimoine immobilier qui leur servira pour leur vieux jour quand ils reviendront en France. Donc, imaginez que la France est un enfer sur le plan fiscal. Non. Voilà. En fait, il faut raison garder par rapport à ça. Et on va en venir au point de Singapour. Alors, Singapour est très intéressant par rapport à l'affirmation qui a été utilisée. Singapour, c'est sans doute les prix de l'immobilier parmi les plus élevés au monde, tout simplement. Donc déjà, pour aller investir à Singapour, bonjour, faut se lever de bonne heure ou alors avoir des capacités d'investissement assez importantes. Donc j'aurais bien aimé que compte utilisateur 2477 en dise un peu plus à ce sujet-là. Deuxièmement, on n'achète pas où on veut. Ah oui, c'est assez étonnant. Quand par exemple vous voulez acheter une maison, je ne parle pas d'un appartement, vous ne pouvez le faire que dans des quartiers déterminés. Donc on est assez rigoureux à ce niveau-là. Et surtout, est-ce que la fiscalité est si légère que ça? Mais absolument pas. La fiscalité est même monstrueuse. Donc je suis très très étonné du commentaire qui avait été placé. Je vous donne un exemple. En 2023, à Singapour, on a mis en place ce qu'on appelle une Additional Buyer's Stamp Duty, qui est une taxe additionnelle qui représente 60% de votre prix d'acquisition du bien immobilier sur lequel vous avez investi. 60%. Venir nous dire que Singapour est une sorte de paradis fiscal pour l'investisseur français, c'est vraiment n'importe quoi. Autre question. Alors là, c'est une question d'Alexandre. Alors Alexandre, il demande les amortissements vont-ils être intégrés quand on revend un bien loué meublé? Alors, question extrêmement intéressante. Il faut savoir que quand on vend un bien que l'on louait meublé, ce bien, quand on est au régime réel, on va avoir la possibilité de l'amortir. Alors l'amortissement, qui est un truc que je vais pas prendre le temps de décrire ici, ça serait trop long, mais l'amortissement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça me permet, je vais prendre un exemple tout bête, mais si par exemple j'ai acheté un bien 100 000 euros et que je décide en fait de faire de la location meublée et d'être imposé au régime réel, ces 100 000 euros, je vais étaler ce montant, par exemple, je prends un exemple simple, sur une période de 20 ans, admettons, et donc ça va me permettre d'amortir à hauteur de 5 000 euros par mois, et donc ces 5 000 euros vont venir diminuer ma base imposable sans qu'évidemment j'ai décaissé cette somme. On voit bien ici toute la magie, c'est un principe comptable, mais on voit bien tout l'intérêt de faire de l'amortissement parce que je vais ici finalement, parce que c'est tout l'intérêt de l'amortissement, je vais être en capacité quasiment de ne pas payer d'impôts ou très très peu pendant une longue période. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'ai répondu à des questions concernant les nouveaux abattements abaissés quand on est au régime micro, quand on fait de la location meublée. Ah oui, mais il faut savoir une chose, c'est que en France aujourd'hui, la majorité des contribuables, de toute façon, qui font du meublé, ils ne choisissent pas le régime micro. Ils choisissent plutôt le régime réel parce qu'ils peuvent bénéficier justement de ces amortissements. Mais bon. Petit rappel que je voulais faire ici rapidement. Mais il y a eu dans le vote, enfin plutôt dans la discussion de la loi de finances pour 2025, un amendement qui tendait à réintégrer l'amortissement au moment de la revente du bien pour calculer en fait la plus-value. Voilà. Alors ça, c'est un point très intéressant. Et là, je vais faire appel, je lui ai demandé l'autorisation. Sur LinkedIn, j'étais tombé sur un post de Thibault Langiel. Thibault, il avait réalisé une petite simulation très très rapide sur justement ce qui se passerait si cette réforme fiscale était
adopté. Dans l'exemple de Thibault, on était sur un bien qui avait été acheté 200 000 euros en 2014, qui était revendu 10 ans plus tard en 2024, 300 000 euros. Quand on calcule les plus-values ici, le calcul est assez simple. On fait 300 000 moins 200 000, je suis imposé sur 100 000 euros de plus-value, donc je vais payer 36 200 euros d'impôt. Donc une imposition quand même assez forte, mais ça on le sait, puisque ici il n'y a absolument pas d'exonération qui va venir s'appliquer, puisque c'est pas la résidence principale que l'on vend, il s'agit d'un bien investi pour de la location. Mais là, vous voyez que dans ce calcul, qui a toujours été celui qu'on a appliqué, on ne tient pas compte des amortissements. Bon. Donc, 300 000 moins 200 000, plus-value imposable, 100 000 euros, je suis imposé à hauteur de 36 200. Et il y a un amendement qui a été proposé en commission des finances fin octobre, qui s'est retrouvé en discussion à l'Assemblée nationale, qui vise à réintégrer en fait les amortissements dans le calcul de la plus-value. Et vous allez voir, ça change tout. Évidemment, on reste sur le même prix de vente 2024 dans la simulation de Thibault. Prix de vente 300 000 euros en 2024, le bien acheté 200 000 euros il y a 10 ans, voilà. Mais sauf que amortissements réalisés depuis 2014, on les réintègre et on les ajoute. Ce qui fait que là, cette fois, on n'est plus imposé sur 100 000 euros, on est imposé sur 170 000 euros. Et au lieu de payer, je reviens à l'exemple précédent, au lieu de payer 36 200 euros d'impôt, on paye cette fois 61 540 euros d'impôt au titre des plus-values immobilières. On double en fait. On va doubler ici l'impôt. Alors, ça, tout le monde a un petit peu frémi avec cette idée, parce que évidemment, cette idée-là, elle était quand même évidemment, on voit bien le souhait de l'État de faire rentrer des recettes fiscales. Ça changeait la donne. Là, c'était quand même un avantage fiscal qui existe depuis très très longtemps concernant la non-réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value, qui tombait et donc qui pouvait faire réfléchir un certain nombre d'investisseurs. Alors maintenant, c'est là où il faut être très très clair là-dessus, c'est que cet amendement n'a pas été adopté. Voilà, il a été rejeté. Alors maintenant, je suis pas en train de dire que que ça va pas revenir par la fenêtre au cours des débats à venir. Ce n'est pas a priori d'actualité. Mais il va falloir attendre le vote de la loi de finances ou non-vote s'il y a une motion de censure qui est adoptée. Bon, ça, c'est un autre problème. Et moi, j'ai prévu début janvier un point très précis sur tout ce qui sera sorti du vote de la loi de finances. Et là, on ne sera pas dans la spéculation, on sera dans des choses justement qui auront été très clairement entérinées à ce moment-là. Autre question. Alors, c'est une question qui m'a été posée sur Spotify, parce que voilà, le podcast, il est diffusé sur Spotify. Caroline, sur Spotify, m'a demandé: la location en régime meublé peut-elle aboutir également au déficit comme la location nue? Alors, je rappelle très vite fait le régime de l'allocation nue. Quand je fais du déficit, le déficit, il est imputable sur le revenu global, mais il est au maximum de 10 700 euros par an sur le revenu global. Le surplus, il est réintégré dans le revenu foncier de l'année suivante, et ainsi de suite. Et puis, si jamais au bout de 10 ans, je me retrouve encore avec du déficit qui traînerait, il est perdu. Voilà, il est perdu ce déficit. Donc on voit qu'on est dans un cadre qui est un cadre beaucoup plus restreint. Est-ce que j'ai un mécanisme de prise en compte du déficit quand je fais de la location meublée, quand je suis au régime BIC réel, pas au régime BIC micro, parce qu'au régime BIC micro, je ne peux pas évidemment mettre en évidence de déficit. Oui, il y a une possibilité de tenir compte du déficit, mais calculé un petit peu différemment. C'est-à-dire que là, l'imputation du déficit quand je fais de la location meublée,
elle s'impute uniquement sur le revenu de la location meublée, c'est tout. Donc il n'y a pas d'impact. Alors il y a un impact indirect, cela dit, mais en tout cas il n'y a pas d'impact direct sur le revenu global. Et je vais pouvoir à ce moment-là étaler le déficit. Et là encore, je me retrouve avec une limite de 10 ans. Donc, oui, je vais pouvoir tenir compte du déficit, mais vous voyez, de manière un petit peu différente ici que je ne l'ai dans la location nue. Et puis, si je voulais être plus complet sur la question, si je suis à un moment donné loueur en meublé professionnel, j'ai encore une autre manière de calculer le déficit, puisque là cette fois il n'y a plus ces limites et il y a plus cette limite de 10 ans en fait qui va être mise en place. Mais bon, ça c'est une autre histoire, parce que la question portait uniquement sur le régime meublé. Caroline, toujours, me posait une autre question, et ouais, j'arrive au bout de mes différentes questions. L'amortissement peut-il induire du déficit? Bon, alors, là, c'est une réponse qui est un petit peu plus complexe. On a une règle fiscale qui nous dit que non, l'amortissement ne peut pas servir à créer du déficit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut créer du déficit? Ce qui peut créer du déficit, c'est les charges déductibles, voilà, des travaux que je vais réaliser, etc. Bon, dans la mesure où j'ai pas amorti les travaux, ça c'est une autre question. Mais donc, oui, non, je ne peux pas, grâce à l'amortissement, faire du déficit. Alors, ça veut dire une chose. Qu'est-ce que font ceux qui sont au régime réel, qui font du meublé et qui se rendent compte que leur amortissement va créer du déficit? Eh ben, à ce moment-là, vous allongez votre durée d'amortissement de manière, en fait, à pouvoir bénéficier encore plus longtemps d'amortissements qui vont vous permettre en fait d'arriver à un résultat à zéro, mais en essayant d'éviter que votre amortissement vous fasse plonger dans le déficit, puisque vous ne pourrez pas, grâce à ces amortissements, créer de déficit. Donc, vous voyez, on a une réponse qui est un petit peu mitigée ici. Non, je ne peux pas faire de déficit grâce à l'amortissement, mais rien ne m'empêche d'étaler davantage ma durée d'amortissement, de telle sorte que je puisse, à ce moment-là, utiliser à plein les amortissements pour réduire mon impôt à payer. Et là, je peux très bien me retrouver avec une durée d'amortissement allongée, pourquoi pas, à 40, 50, 60 ans. C'est pas évidemment interdit si moi j'y trouve un avantage fiscal. Il y avait une question d'Adrien. Adrien m'a demandé, un régime fiscal pour un bien bloque-t-il pour le régime fiscal pour un autre bien? Bon. La question d'Adrien, elle est intéressante, parce que c'est vrai qu'on fait des choix. Voilà, par exemple, si je fais de la location meublée, admettons, et que je trouve intéressant d'être au régime micro, est-ce que je peux, si j'ai bien compris la question d'Adrien, me dire, tiens, pour tel bien meublé, je choisis le régime micro, et pour tels autres biens meublés, je fais du réel. Non, je ne peux pas. Une option fiscale, elle s'applique globalement pour l'ensemble des biens que je possède. Donc, prends autre exemple que je vais prendre. Si je fais de la location nue, que je choisis le régime micro s'appliquera à tous mes biens. Si je choisis le réel s'appliquera à tous mes biens. Bon, ça c'est une première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, si je veux néanmoins appliquer des fiscalités différentes en fonction de mes biens, je peux. Évidemment. Alors là, je vais passer par une détention de mes biens, non pas directement, mais par l'intermédiaire de sociétés. Par exemple les SARL de famille ou société civile immobilière, même si il y a un bémol pour la société civile immobilière, puisqu'on sait qu'une SCI imposée à l'impôt sur le revenu ne peut pas faire de meublé, alors sauf il y a une tolérance de 10% de meublé sur le maximum des loyers encaissés dans cette société civile immobilière, tout simplement parce qu'une SCI a une vocation civile et que par conséquent, du fait de cette vocation civile, une SCI, elle est là surtout pour faire de la location nue, en tout cas dans le cadre fiscal d'une imposition à l'impôt sur le revenu.
Ce qui ne m'empêche pas de faire dans le cadre d'une société civile immobilière, pourquoi pas, que de la location meublée, mais à ce moment-là, ma SCI devrait être soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors là, je suis dans un autre mode de fonctionnement, mais évidemment, c'est pas interdit. Et là, on voit bien naître une possibilité, mais attention, qui complique la donne, c'est que oui, je peux très bien choisir des régimes fiscaux différents, si j'ai plusieurs sociétés et qu'à l'intérieur de ces différentes sociétés, je fais des choix fiscaux différents. Mais ça complique quand même les choses. Et autant des investisseurs aguerris avec suffisamment de biens pourront le faire, c'est pas un souci, évidemment. On va le déconseiller en général à des investisseurs qui débutent ou des investisseurs qui ont peu de biens, parce qu'à un moment donné, ça devient contre-productif. Parce qu'il faut jamais oublier que si on commence à créer plusieurs sociétés, faut gérer plusieurs sociétés, il y a les comptes séparés de chacune de ces sociétés, faut faire une assemblée générale de chacune de ces sociétés, etc. Enfin bon, voilà, on rentre quand même dans une complication administrative, fiscale, comptable, qu'il faut toujours prendre en compte quand même avant de s'embarquer dans des montages un petit peu plus compliqués, même s'ils sont intéressants fiscalement. Voilà, bon, donc ce qui renvoie toujours à la question, vous voyez, il y a pas de réponse absolue par rapport à une configuration de patrimoine pour choisir quelle est la meilleure option fiscale, voilà. Ça va dépendre de la situation de chacun, de ses objectifs à court, moyen ou long terme. Enfin bon, les grands classiques de tous ceux qui accompagnent ici sur de la gestion de patrimoine, de ne pas faire de réponses dans l'absolu, mais de faire des réponses qui sont des réponses au cas par cas. Cet épisode est terminé, donc vous voyez, j'ai fait le tour de toutes ces questions qui m'ont été posées, certaines, la plupart d'ailleurs, extrêmement intéressantes, parce que elles montrent bien que nous sommes dans une période d'incertitude, que les changements induits par la loi de novembre 2024, mais aussi par cette vaste incertitude posée par le vote de la loi de finances qui n'en finit pas d'être un feuilleton parfois agaçant, mais c'est la réalité, il faut la prendre comme telle. Tout ça, ça crée du questionnement de la part de celles et ceux qui investissent ou qui souhaitent le faire l'année prochaine et qui aimeraient savoir un petit peu plus à quelle sauce ils seront mangés. Voilà. Pour la suite, n'hésitez pas à me transmettre vos questions. Vous pouvez le faire de différentes manières, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, sur Apple Podcast en laissant un commentaire, sur Spotify en laissant un commentaire. Alors parfois je ne réponds pas immédiatement, mais je conserve toujours précieusement vos questions quand je n'y réponds pas immédiatement. Et vous voyez, ça peut être l'occasion dans quelques semaines de faire un nouvel épisode où je traiterai les unes après les autres l'ensemble de vos questions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.